Avant de parler de la Coupe du Monde et de l'exploit des Lions de l'Atlas du Maroc d'un certain Walid Regragui, on reste un peu au Parlement européen éclaboussé par cette affaire de corruption et de blanchiment d'argent. Eva Kaili, qui est la vice-présidente du Parlement européen, est écroué. On donne la parole donc à Ibrahim Acha pour la suite. Ibrahim, on le disait déjà, c'est un peu dommage pour cette jeune dame qui a de l'avenir en politique. Oui, bien sûr, c'est vraiment dommage. Et quand on voit un peu son parcours, il y avait quand même de l'éthique qui entourait ses approches. Mais bon, subitement, elle a succombé vraiment à la tentation parce qu'il y avait beaucoup de pétrodollars. Bon, on peut dire que ça arrive, mais à un même moment, il faudrait dire que quand on occupe des fonctions de ce niveau, de telle envergure, il faut vraiment tout faire pour incarner les valeurs qui, disons, qui sont ventilées, qui sont choses promues au niveau de ces institutions. Parce que quand nous parlons du Parlement européen, c'est là où on prend en tout cas des décisions. C'est là où ce Parlement se contrôle d'une manière ou d'une autre l'action au niveau de l'Union européenne. Donc vous savez que quand on parle de la lutte contre la corruption, c'est vraiment des actions à mener au niveau du Parlement pour que le monde soit un monde assez meilleur, surtout au niveau de l'Europe, quand la corruption s'invite au Parlement, vraiment ça entache la réputation de ce Parlement. Je pense qu'il fallait quand même ce travail de la police pour pouvoir démasquer tous ces réseaux-là qui étaient en train de se tisser. Au même moment, quand on voit le travail de la police, on peut comprendre très vite que l'Europe n'est pas prête à accepter cela. Non, il y a des valeurs au niveau de l'Europe, vous savez, des valeurs que l'Europe défend. Quand on parle de la démocratie, on fait appel en même temps à la bonne gouvernance. On fait en même temps appel à la lutte contre la corruption. On fait en même temps appel à la défense des droits de l'homme. Donc voilà des valeurs universelles que le Parlement européen défend, bec et ongle. Mais quand il se passe que ces garants de ces valeurs-là se laisse aller à certaines libertés et tombe dans des travers, il va de soi que très tôt, certains qui ont toujours, qui gardent toujours ces valeurs et qui ont toujours en mémoire le respect de la chose publique puissent sévir, puissent prendre leurs responsabilités pour décourager ces messieurs ou bien ces dames qui voulaient vraiment aller dans des situations qui ne sont pas en concordance avec l'éthique que défend disons, le Parlement européen. Je voulais faire un crochet vers l'Afrique pour dire qu'à l'occasion de cette journée de lutte contre la corruption, vous savez qu'il y a du côté de l'oncle Sam, je parlais des États-Unis, des décisions aussi qui sont prises contre Alpha Condé, qui sont prises par rapport à Alpha Condé. Donc on a estimé aussi que lui aussi, il a eu à prendre des libertés vis-à-vis des fonds de son pays lorsqu'il était président, surtout de la période 2020 à 2021 où c'est parti avec sa chute. Vous savez qu'il a forcé un troisième mandat et pour pouvoir prendre ce troisième mandat, c'est beaucoup de vies aussi qui sont passées là-bas. Il a eu à créer une certaine police qui a massacré, qui a reprimé, et voilà, des faits aussi qui ont heurté les Américains. Et à l'occasion de la lutte contre de la journée mondiale de la lutte contre la corruption, les États-Unis ont eu aussi à se prononcer par rapport à Alpha Condé. Donc il y a eu le gel de ses avoirs, donc sans oublier aussi certaines poursuites aussi qui vont arriver parce que sur le plan droit de l'homme, il est vraiment en conflit avec beaucoup de dispositions universellement défendues par l'humanité. Alors, est-ce que le Parlement européen va revoir sa position? On sait que la présidente, c'est une femme, elle est présidente, la vice-présidente également, c'est elle qui est dans cette affaire, Roberta Metsola. Est-ce que selon vous, le Parlement va essayer de revoir le plan, même si souvent les hommes aussi sont corrompus, il faut le préciser? Non, moi je pense que c'est pas forcément qu'elle est femme qu'elle a été corrompue. Voilà. Et puis ça pouvait arriver à tout le monde. Et ceci, c'est du jamais vu, comme je l'ai dit auparavant. Et puis il faut aussi rappeler que les décisions qui ont été prises à la suite de à la suite de ce scandale, vous allez vous rendre compte que ces décisions sont
tout de suite tomber d'une manière drastique. Voilà. Pour décourager en même temps, en tout cas, tous ceux qui et celles qui auront envie de pouvoir emboîter le pas de cette jeune dame. Et puis vous allez voir, elle a été non seulement écrouée, mais aussi même son parti politique où elle incarne, en tout cas le parti PASOK, elle a aussi été démise aussi de toutes ses fonctions au niveau du parti à la base. Donc vous comprendrez que vraiment c'est important. Et puis ça prouve que l'institution elle-même ne tolère pas ça. Et puis ça ne donne pas des pistes envers des pistes vers le doute portant sur le parlement européen. Donc une fois que ils se sont rendus compte qu'il y a un fait gravissime qui entache l'irrégularité du Parlement, ils ont pris des décisions et c'est ça qu'on attend en réalité de nos dirigeants africains. Ici, bon, on dénonce, mais façon, ça reste comme ça, et puis bon, voilà, ça avance. Parfois, on applaudit ceux qui sont allés. Ceux qui sont allés. Allez, on reste toujours au Qatar. C'est vrai, on a beaucoup parlé du Qatar, puisque le Qatar aussi est impliqué dans cette histoire de corruption et de blanchiment d'argent. On va rester toujours à Doha. Cette fois-ci, on va parler du football. Depuis la première Coupe du Monde de 1930, seulement 3 équipes africaines ont réussi à atteindre le stade des quarts de finale. Le Cameroun en 1980, le Sénégal en 2002 et puis le Ghana en 2010. Malheureusement pour le continent, aucune de ces équipes n'est parvenue à se qualifier pour le dernier carré. Ces choses faites avec cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, peut-être le Qatar est en train de sourire à l'Afrique. Ibrahim Acha, on vous retrouve. Et c'est l'exploit de toute l'Afrique. Le Maroc donc est en quart de finale. Le Maroc a fait un bon parcours. Le Maroc a déjà éliminé la Belgique dans les phases de poule. Le Maroc a éliminé également en quart de finale la Seleção das Guinéas d'un certain Ronaldo. Alors, quelles sont les forces de cette équipe incarnée par l'entraîneur Walid Regragui? Il faut dire que d'abord, on va partir de la volonté politique. Parce que les autorités marocaines ont voulu avoir un club solide, une équipe qui défend véritablement les couleurs nationales. Et donc, quand on veut une équipe aussi bâtie, une équipe aussi, disons, qui arrive à faire les résultats auxquels on s'attend, il va falloir mettre les moyens. Donc les moyens ont été mis à la disposition de l'équipe. Ouais. L'entraîneur qui était aussi, disons, un compatriote, donc je vais parler il est marocain, pas togolais, bien évidemment, donc, qui était un national, ouais. Donc a su aussi mettre du sien pour que l'équipe de football soit bâtie sur 2 valeurs. La première valeur, c'est-à-dire aller vers l'offensive, c'est-à-dire avec un certain patriotisme. Et la deuxième valeur, c'est, disons, la dynamique qui entoure le groupe. C'est ça qui est très important. Quand une équipe est soudée, quand une équipe, on sent de la sympathie, quand on sent que toute l'équipe forme un seul corps, ça donne vraiment des résultats vraiment auxquels on pouvait s'attendre. Voilà, moi je pense que c'est ce qui a milité en faveur de l'équipe marocaine qui jusque-là fait un très bon parcours, en éliminant même des clubs qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Ouais. Oui, l'Espagne, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, l'Espagnol, oui, l'équipe terrible. L'équipe terrible. Très offensive. Bien évidemment. Donc voilà ce qui a milité en faveur de cette équipe. Et il faut dire que comme c'est en territoire arabe aussi, les supporters sont là. Et il faut compter aussi tout le monde arabe qui est autour bien évidemment, qui est derrière cette équipe. Il y a sans oublier l'Afrique aussi, puisque à un moment donné, nous tous, quand nous avons perdu surtout nos ambassadeurs de l'Afrique subsaharienne, les Ghanéens, les Ghanéens, les Camerounais, les Sénégalais. Donc nous sommes tous repliés vers l'équipe marocaine et ensemble nous poussons cette équipe pour qu'elle aille vraiment jusqu'au bout et pourquoi pas prendre la coupe, puisque c'est le souhait de tout le continent. Et je pense qu'il y a quand même ce côté aussi des supporters qui donnent envie aux joueurs vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Oui, Germain Pouli, je sais que vous adorez le football. Alors, avant de parler peut-être des joueurs qui font un bon boulot sur le terrain, il y a l'entraîneur Walid Regragui, qui était un ancien international marocain, latéral droit, qui incarne véritablement quelque chose. On se souvient de ce coach, Vaïd, qui est parti après avoir fait un bon travail. Mais semblerait-il que la cohésion au niveau de l'équipe manquait. Et ce coach marocain est en train de faire ce travail et il réussit brillamment. Oui, il a réussi à insuffler une volonté à ces joueurs-là. Et quand vous l'écoutez, depuis les huitièmes de finale, son objectif c'était de montrer que le football africain a atteint un certain niveau. Voilà. C'est un combat qu'il fait pour le continent au-delà même de son pays, le Maroc. Et il faut prouver que le football africain a atteint un certain niveau et qu'il mérite plus de places que les places actuelles que la FIFA lui offre pour cette grande compétition. Et quand il parle de ces joueurs, je crois qu'il dit quelque chose d'assez important, c'est que ces joueurs jouent avec le cœur. Et donc, pour moi, c'est ce qu'il a réussi vraiment à insuffler au sein de son équipe, la cohésion, puis le don de soi pour jouer pour le pays, pour le Maroc. Et en même temps qu'il parle d'Afrique aussi, il parle de peuples arabes aussi. Et on a dit que c'est la première fois qu'un pays africain arrive en demi-finale, mais c'est la première fois aussi qu'une nation arabe arrive aussi à cette étape de la compétition. Donc c'est un coach qui a réussi en tant que Marocain d'abord, parce que généralement ce sont des coachs expatriés que nos pays vont engager à coup de frais énormes pour des résultats qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc je crois que c'est un bel exemple. C'est vrai que de ce côté de l'Afrique, on a vu aussi régulièrement avec d'autres pays comme l'Égypte et tout ça, ils ont pris l'habitude, bien avant le Sénégal et le Ghana aussi qui suivent, de faire confiance à des fils du pays pour encadrer donc les sélections nationales. Et ce travail-là aujourd'hui, je pense qu'il va largement au-delà des attentes. Je ne crois même pas que c'était l'ambition affichée par le Maroc en venant d'être dans les 4 meilleurs pays du moment, là, dans le dernier carré. Mais ils ne sont pas arrivés là par hasard, et vous l'avez dit. Ils ont bien brillé au sein de leur poule. Après, ils ont pu battre de très grandes équipes. L'Espagne d'abord, voilà. en huitième de finale, et puis en quart de finale, on dépose le Portugal. Voilà, donc ça veut dire que ils jouent pour gagner, ils jouent pour leur pays, ils jouent pour l'Afrique, ils jouent pour les nations arabes. Et aujourd'hui, je pense que leur ambition n'est plus seulement d'être à ce quart de finale, parce qu'ils se rendent compte qu'avec la volonté, avec la détermination, quand même, on a réussi à battre déjà des pays comme la Belgique, des pays comme la Croatie, avec lesquels ils ont joué, qui sont vice-champions d'Afrique. Après, le Portugal et l'Espagne, c'est le top mondial en matière de foot. Et plusieurs joueurs font leur carrière, notamment en Espagne. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pêcher s'ils rêvent d'amener cette coupe-là au Maroc, parce qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui des équipes prenables, comme toutes les grandes équipes qu'ils ont eu donc, à affronter. Et même s'ils n'arrivaient pas, je crois que pour nous c'est déjà énorme ce qu'ils ont pu faire jusqu'ici. Mais je pense que ce que cette équipe-là a dans le cœur, et la joie qu'elle procure donc, aux Africains qui n'ont jamais atteint tel niveau, aux Arabes qui n'ont jamais atteint tel niveau, va les pousser plus loin pour faire l'exploit qui sera de battre les champions du monde en titre. Ceux-là qui sont aussi assez déterminés à rempiler, à s'accrocher ce dernier mondial, à rempiler. Donc ça va être difficile. Mais je crois que les Marocains, tels qu'ils ont démarré ce mondial, tels qu'ils ont parcouru les étapes et ils arrivent à cette phase-là,
je pense qu'en demi-finale, Ils peuvent. Sur le plan défensif, c'est la meilleure équipe. C'est vrai que moi, je suis français, mais je ne serais pas déçu que le Maroc batte la France. Comme beaucoup de Français d'ailleurs, parce qu'il y a des binationaux et autres. Quand on voit l'effectif, joueur comme Italaké, il est un peu ronflant aussi. Bounou qui fait une excellente Coupe du Monde, le gardien de Séville. Il y a Achraf Hakimi qui est au Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech qui est par exemple à Chelsea, sans oublier Sofiane, Bouffane et autres. C'est un groupe de potes finalement qui prouve à suffisance qu'il peut faire quelque chose. Oui, tout à fait. Vous savez, je vais rappeler, peut-être ça fait rire, mais je ne suis pas un fan de foot. Mais ça m'intéresse de voir quand même un pays africain, si on peut le dire ainsi, gravir les échelons jusqu'à la demi-finale. Pour une première fois, je vais suivre la demi-finale et la finale. Parce que pour moi, vous savez, c'est lorsque vous investissez sur une organisation, lorsqu'un pays prend la charge sur elle d'investir sur l'humain, sur une organisation, ça donne toujours des résultats. Et c'est ce que le Maroc a su faire à travers donc, son équipe de football, dont les valeurs ont toutes été incarnées par donc, leur coach. Et si vous suivez la trajectoire de ce coach, depuis donc, les préparations jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est cet homme-là qui a tout le mérite que nous avons aujourd'hui au sein de l'équipe futsal du Maroc. Et donc, on ne pourra que souhaiter bonne chance à cette équipe et surtout ne pas leur dire qu'ils ont qu'une seule choix. Qu'ils ont qu'un seul choix, de pouvoir remporter cette Coupe du Monde. Parce que s'ils sont arrivés jusqu'à la demi-finale, rien ne doit les empêcher. Parce qu'avoir les équipes qu'ils ont essayé d'écraser, si je peux le dire ainsi, je pense que celles ou les équipes qui sont devant, elles ne doivent pas être obstacle. Ils doivent forcément remporter et puis donc mettre la joie parfaite en Afrique. Parfaite. Allez, Germain Pouli n'est pas le seul Français ou supporter français ici. Je supporte la France depuis mon enfance, surtout l'équipe de France, les coqs sportifs. Mais en demi-finale, Ibrahim Macha, ça risque d'être difficile. Et pour le Maroc et pour la France, à tout moment, tout peut passer. Bien évidemment. Vous savez, quand on parle du Maroc, quand on parle de la France, c'est presque des peuples africains. Voilà, donc c'est presque des peuples frères, disons. Parce que nous le disons parce qu'il y a une forte... Même on a vu Mbappé qui allait voir l'autre Hakimi. Achraf Hakimi. Oui, ils jouent ensemble. Au PSG. Il allait l'encourager à la veille de leur match. Formidable. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que c'est presque des frères, comme nous le disons. Et vraiment, le match sera un peu dur, mais c'est sur le terrain que l'adversité sera vraiment prononcée. Je pense que après, ils vont se retrouver entre frères. Mais le plus souvent, les drames surviennent à partir des supporters. Et je pense que cette fois-ci, les échos que nous avons, parce que même il y a des Marocains à Paris qui sont de vrais Français, mais Marocains d'origine, qui disent déjà que c'est le Maroc ou rien. Et ça commence par poser un débat en termes de nationalité, en termes de citoyenneté en France, parce qu'on estime qu'on ne peut pas utiliser la nationalité française. On est français, on s'affirme français, et quand il y a un match, on commence par dire que non, mes origines. On a vu le match, la Suisse et le Cameroun. Le Cameroun. Un ballon. Voilà, donc ça commençait par créer des situations comme ça. Même, je pense que c'est le football. Donc, on doit taire, en tout cas, toutes ces adversités et ne suivre que le ballon, voir comment les gens vont nous donner le plaisir sur le stade, et comment les gens vont taper dans le ballon, comment les gens vont défendre les couleurs nationales. Et je pense qu'au finish, on va souhaiter que la meilleure équipe gagne. Mais le souhait au niveau de l'Afrique, c'est que vraiment le Maroc puisse faire des exploits, parce que la France a déjà pris deux coupes du monde. On a applaudi, on était tous avec en 2018. En 2018, on était vraiment avec cette France, on s'est éclaté comme il le faut. Bon, maintenant que c'est le continent africain, c'est vrai que on ne veut pas être trop sectaire, mais bon, il y a quand même cette fibre patriotique là qui nous amène à souhaiter que ce soit le Maroc qui passe. Alors, au niveau du terrain et surtout du système de jeu, Ibrahim, je sais que
vous aimez le foot, vous le pratiquez également. Quand on voit les deux équipes en face, qu'est-ce qui peut se passer? C'est mercredi à venir. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas dominé face aux Tri-Lions de l'Angleterre, mais ils ont été les victorieux. La France sait véritablement jouer ces rencontres. À quel niveau véritablement le Maroc peut s'affirmer et aller chercher cette équipe de France? Oui, il faut dire que quand vous prenez un peu l'attaque au niveau de la France, il y a Giroud sur qui repose vraiment l'architecture même du jeu français. Vous allez voir que quand Mbappé, Dembélé et tout ça, là, ils essaient de construire la balle, ils envoient ça vers Giroud parce qu'ils savent que c'est le doyen, mais c'est lui qui pourra peut-être créer des situations dans la surface de réparation et pouvoir éventuellement faire la passe ou bien être servi pour pouvoir marquer. Mais au niveau du Maroc, les jeunes ont compris. Je pense qu'au fil du temps, ils commencent par comprendre le fond du jeu de la France. Ils commencent par étudier un peu les faiblesses au niveau de l'équipe française. Et ce qui va jouer aussi au niveau de l'équipe marocaine, il n'y a pas quand même de stars affirmées. Comme au niveau du Portugal, c'est Cristiano Ronaldo, que tout le monde voit, on dit que il va faire, ou bien au niveau de l'Argentine, Messi qui est en train de mener le jeu. Mais au niveau du Maroc, on sent quand même un bloc compact et les gens vont essayer de mouiller le maillot, les joueurs vont essayer de jouer sans complexe. Et pour eux, ils n'ont pas la pression. Ils n'ont pas la pression. Sans complexe, ils vont jouer. Et ce qui est très intéressant dans cette rencontre, c'est que les Marocains vont vouloir défier la France. Ils vont vouloir gagner ce match pour prouver quand même qu'eux aussi viennent de loin et qu'ils peuvent faire quelque chose. Germain le disait, c'est une équipe qui joue, qui veut démontrer aussi que le football africain a atteint un certain niveau. Et je pense qu'avec ce mental, avec ce état d'esprit, les joueurs marocains feront vraiment un jeu très spectaculaire et ils pourront, pourquoi pas, brûler la politesse au grand nom du football français. Mercredi, ils auront affronté la France, qu'on voit d'ailleurs leur parcours. Germain Pouliot, vous avez parlé tout à l'heure des Diables Rouges, l'équipe nationale de Belgique qu'ils ont eu à battre au niveau des phases de poule. Également l'Aurora, l'équipe nationale espagnole. Et récemment, c'est la Seleção portugaise. Face à la France, ça va être un autre défi. Il faut... si on peut le dire, une manière de voir le jeu français. Est-ce que vous pensez que les Marocains puissent le faire? Non, je pense que là où ils sont aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ils n'ont peur d'aucune équipe. Je suis sûr, peut-être au niveau des premiers matchs, au niveau des poules, ils se cherchaient, mais très vite, ils se sont quand même... ils ont tiré leur épingle du jeu. Et ils ont poursuivi et ils ont compris que personne n'avait imaginé qu'ils pourraient battre l'Espagne. Avec le Portugal, c'est après l'Espagne qu'on se disait qu'ils peuvent battre le Portugal. Et ils ont battu le Portugal. Tout à fait. Donc voilà, maintenant, par rapport à la France, je ne pense pas qu'ils seront complexés. Ça va être des Marocains décomplexés. Et même s'ils perdaient ce match, je pense qu'ils vont le regretter parce que je suis celui qui l'aborde avec beaucoup de sérénité en se disant qu'ils peuvent battre les Français. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration, ils ne viennent pas pour dire bon, au moins on est arrivé en demi-finale. Non, ils viennent pour dire mais on doit arracher notre ticket pour aller en finale parce qu'on a déjà fait le gros du chemin. Tout à fait. On a déjà fait le gros du chemin. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus dans le camp français qu'il y aura de la panique parce que le Maroc devient une surprise. Pour la France qui se dit mais ils ont été capables de battre des équipes qui peuvent nous donner à nous Français du fil à retordre, les Espagnols, mais même les Belges, pourquoi pas, même les Belges. Donc ça va, je crois que ici il doit y avoir la panique. Les Français même auront plus peur du Maroc que de l'Angleterre, à mon avis. Ils auront plus peur du Maroc que de l'Angleterre parce qu'au moins l'Angleterre, ils ont eu le temps d'étudier le jeu des Anglais. Ils connaissent les joueurs anglais, ils connaissent ce système. Mais avec le Maroc, ils ne savent pas comment le Maroc fait pour quand même franchir toutes ces montagnes-là, ces grandes équipes-là qu'elle a eu à rencontrer. La France aujourd'hui, c'est la plus grande équipe
à ce mondial, mais je ne crois pas que après le chemin parcouru, les Marocains se disent qu'ils ont une montagne en face d'eux. Ils se disent que c'est un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire au cours de cette compétition. C'est de jouer pour leur pays, jouer pour l'Afrique, jouer pour tous ces gens aujourd'hui qui sont de plus en plus nombreux à les supporter, surtout sur des terres arabes où ils savent que déjà, s'ils arrivent en finale, ça va être un séisme dans ce pays. Quand on voit la mobilisation, d'ailleurs, on voit les supporters marocains, c'est pas seulement au Maroc, c'est au niveau de toute l'Afrique, au niveau du monde arabe, parce que cela aussi peut aiguillonner les joueurs marocains. Oui, d'abord, à ce que je sache, c'est que lorsque le footballeur est sur le terrain, c'est d'abord les supporters qui sont sa force première. C'est probable, parce que toute cette mobilisation des Arabes et des Africains derrière cette équipe, cette formation nationale marocaine, je pense que elle a en tout cas toutes les chances et surtout tout le moral en soutien pour pouvoir donc y arriver. Elle n'a pas d'autre choix, comme je l'ai dit, elle n'a pas d'autre choix que de sortir vainqueur dans cette histoire, parce que tous les yeux sont braqués vers elle et tout le monde attend qu'elle apporte donc le gros bijou à la maison. Vous voulez ajouter quelque chose? On va marquer la pause pour le journal. La mobilisation, je pense que les Marocains de partout le monde se mobilisent pour aller suivre le match, et ils apportent leur soutien à l'équipe. Je pense que c'est déjà très intéressant. On a vu des Marocains qui ont quitté, disons, le Canada pour rallier Doha, pour aller supporter l'équipe nationale. Au Maroc même, les gens se mobilisent. Il y a des navettes, presque des avions, des aéronefs qui quittent, qui font l'aller-retour. Je pense que c'est très bien. C'est vraiment un soutien de taille dont a besoin l'équipe pour aller encore de l'avant. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, après pour la suite.